Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode où l'on plonge dans l'étrange et le tragique. Aujourd'hui, on part pour la Virginie occidentale, dans une petite ville au nom ironiquement charmant, Point Pleasant. Mais Thomas, tu vas voir que l'histoire qu'on va raconter n'a rien de plaisant. On va parler d'une créature aux yeux rouges et d'une catastrophe industrielle majeure. Salut Sarah. Oui, c'est probablement l'un des dossiers les plus fascinants de la cryptozoologie américaine, parce que c'est le point de bascule parfait. D'un côté, tu as le folklore avec le Mothman, l'homme papillon, et de l'autre, tu as la réalité brute, froide et mortelle de l'effondrement du Silver Bridge. Ce n'est pas juste une histoire de monstre, c'est une histoire de prémonition et de deuil. Tout commence bien avant la catastrophe. Il faut remonter 1 an plus tôt. On est la nuit du 12 novembre 1966. Il fait froid, c'est l'automne profond. On a 2 couples, les Scarberry et les Mallettes, qui décident de faire un tour en voiture. C'est ça, ils sont jeunes, ils s'ennuient un peu. Et à Point Pleasant, quand on veut se faire peur ou être tranquille, on va dans ce qu'ils appellent la zone TNT. C'est un ancien site de fabrication d'explosifs de la Seconde Guerre mondiale. Imagine le décor, Sarah. C'est une forêt dense, parsemée de vieux bunkers en béton recouverts de végétation. C'est un labyrinthe, c'est glauque, c'est humide. L'endroit parfait pour un film d'horreur. Donc, il roule là-bas. Et soudain, il voit quelque chose. Roger Scarberry est au volant. Il passe près de l'ancienne centrale électrique de la zone, et là, il voit 2 cercles rouges brillants dans l'obscurité. Roger freine. Il réalise que ce ne sont pas des lumières, ce sont des yeux. Et ces yeux sont fixés sur une silhouette. Ils la décrivent comment, cette silhouette? Parce que c'est là que ça devient délirant. Il parle d'un être grisâtre, grand, environ 2 mètres, voire plus. Une forme humaine, mais déformée. Et le plus terrifiant, c'est qu'il n'a pas vraiment de tête. Les yeux, ces fameux yeux rouges incandescents, semblent incrustés directement dans le haut du torse. Et dans son dos, il y a des ailes immenses, repliées. La panique doit être totale dans la voiture. Ah mais c'est la terreur absolue. Roger écrase l'accélérateur. Ils font demi-tour en crissant des pneus pour quitter la zone TNT et rejoindre la route 62. Mais la créature ne reste pas plantée là. Elle décolle. Et là, Sarah, c'est le détail qui tue. La voiture monte à 160 km/h. C'est une vieille Chevy, le moteur hurle. Et pourtant, la créature les suit. Elle vole au-dessus d'eux? Elle plane juste au-dessus du toit ou sur le côté. Et les témoins ont tous dit la même chose. Elle ne battait pas des ailes. Elle planait à 160 à l'heure sans effort, comme si elle surfait sur l'air, en les fixant avec ses yeux rouges. Ils ont filé jusqu'au bureau du shérif du comté de Mason. Quand ils sont arrivés, ils étaient livides, certains en état de choc. Le shérif George Johnson a dit plus tard qu'il n'avait jamais vu des gens aussi terrifiés. Ils n'avaient pas bu, ils ne mentaient pas. Ils avaient vu le diable. Et c'est là que la folie commence. Parce que si ça s'était arrêté là, on aurait dit que c'était une hallucination collective ou une blague. Mais dans les jours qui suivent, c'est toute la région qui bascule. Exactement. Le lendemain, la presse locale titre « Des couples voient un oiseau de la taille d'un homme ». Et c'est le début de ce qu'on appelle l'année du Mothman. Pendant 13 mois, c'est l'escalade. Il y a eu plus de 100 signalements. Des gens respectables, des pompiers, des fermiers. Il y a cette histoire horrible avec le chien aussi, non? Oui, Newell Partridge. C'est un habitant du coin qui vivait à Salem, pas loin de là. Le soir même de la première apparition, sa télé commence à griseiller, à faire un bruit strident. Son chien, un berger allemand nommé Bandy, qui ne craignait rien, se met à hurler sur la véranda. Newell sort avec une lampe torche. Il éclaire le champ en face, et il voit 2 yeux rouges, comme des réflecteurs de vélo. Et le chien? Bandy a foncé vers les yeux pour attaquer. Newell l'a appelé, mais le chien n'a pas écouté. Newell est rentré chercher son fusil, mais il a eu trop peur de ressortir. Le lendemain matin, Bandy avait disparu. Il n'a jamais été retrouvé. Par contre, Roger Scarberry, celui de la voiture, a dit avoir vu le cadavre d'un gros chien sur le bord de la route près de la zone TNT le lendemain. C'est glaçant. Mais Thomas, il n'y avait pas que le monstre. L'ambiance dans la ville a changé. On parle d'hommes en noir, de phénomènes étranges, presque de paranoïa. C'est là que l'auteur John Keel entre en scène. C'est lui qui a popularisé toute l'histoire. Point Pleasant est devenu une cocotte minute paranormale. Les gens recevaient des appels téléphoniques bizarres, avec des voix métalliques ou des bruits de bip. Des inconnus en costume noir, les fameux Men in Black, débarquaient chez les témoins pour leur dire de se taire, de ne pas parler à la presse. C'était une atmosphère de fin du monde. C'est le mot. Mary Heyer, une journaliste locale qui couvrait l'affaire, a commencé à faire des cauchemars. Elle rêvait de gens qui se noyaient, de cadeaux de Noël flottant dans l'eau sombre. C'était comme si toute la ville souffrait d'une fièvre cérébrale, une anticipation de quelque chose de terrible. Le Mothman était vu partout, sur le toit des usines, dans les jardins, au bord de la route. On avait l'impression qu'il observait, qu'il attendait. Et l'attente a pris fin brutalement, le 15 décembre 1967. Oui, c'est une date gravée dans la mémoire de la Virginie occidentale. Il est 5 heures, il fait déjà nuit. C'est l'heure de pointe. Le Silver Bridge, qui relie Point Pleasant à l'Ohio en enjambant le fleuve Ohio, est bondé. C'est important de visualiser ce pont. C'est une vieille structure, non? Construit en 1928, c'est un pont suspendu à chaîne à œillet, une structure assez unique, et, on le saura trop tard, fragile. Ce soir-là, les feux de circulation à l'extrémité du pont sont en panne ou bloqués. Le pont est couvert de voitures, pare-choc contre pare-choc. Des gens qui rentrent du travail, des camions de livraison, et beaucoup de familles qui vont faire leurs derniers achats de Noël.
Noël. L'ambiance est festive? Oui et non, il fait froid, c'est humide, mais les voitures sont pleines de cadeaux. Et soudain, ça commence. Des témoins diront plus tard qu'ils ont senti le pont trembler, mais pas comme d'habitude avec le vent. C'était un tremblement profond, géologique. Et puis le bruit. Un bruit de coup de feu, clac, sec et violent. C'était une des barres à œiller, la barre numéro 330, qui venait de céder à cause d'une microfracture de fatigue. À partir de ce clac, tout s'enchaîne en quelques secondes. La chaîne se rompt, la structure ne tient plus. C'est la chute, c'est l'enfer. Le pont se vrille sur lui-même. Imagine le bruit, Sarah. Le métal qui hurle, qui se déchire, le verre qui explose et les cris. En moins de 20 secondes, toute la travée centrale bascule dans le vide. 37 véhicules tombent de 30 mètres de haut. Dans l'eau glacée, l'eau est noire, elle est à peine à quelques degrés au-dessus de zéro. Certaines voitures tombent sur la berge, écrasées, mais la plupart plongent dans le fleuve. Il fait nuit noire, on ne voit rien. On entend juste les éclaboussures géantes et les appels au secours qui s'étouffent. C'est le chaos total. Ceux qui sont sur les rampes d'accès freinent à mort, regardant le vide devant eux où une seconde avant, il y avait une route. Le bilan est lourd. Terrible. 46 morts. 2 corps ne seront jamais retrouvés. Des pères, des mères, des enfants. C'est le désastre le plus meurtrier de l'histoire des ponts aux États-Unis à cette époque. Les secours ont mis des jours à tout remonter. C'était une scène de guerre. Et au milieu des débris, on retrouvait ces paquets cadeaux détrempés, flottant à la surface, exactement comme dans le cauchemar de la journaliste Mary Hyre. Et après ça, plus rien? Le Mothman a disparu? C'est ça qui lie définitivement la légende au drame. Après l'effondrement du Silver Bridge, les apparitions ont cessé net. Plus d'yeux rouges, plus d'hommes en noir, plus de poursuites en voiture. Comme si le but de la créature avait été atteint. Alors, on arrive à la grande question, Thomas. L'analyse. Quel est le lien? Est-ce que le Mothman a causé l'accident? C'est ce que certains habitants pensaient sur le coup, sous le coup de la colère et du deuil, que le monstre avait saboté le pont ou qu'il pesait de son aura maléfique. Mais avec le temps, l'interprétation a changé. Beaucoup voient maintenant le Mothman non pas comme un démon destructeur, mais comme un avertissement. Un signe avant-coureur? Oui, comme une banshee dans le folklore irlandais, une entité qui apparaît pour prévenir d'une mort imminente. Peut-être qu'il essayait de dire aux gens de partir, de ne pas prendre ce pont. C'est pour ça qu'il se montrait autant. Mais d'un point de vue rationnel, l'enquête a donné quoi? L'enquête fédérale a été formelle. C'était de la fatigue du métal, une corrosion microscopique dans un œillet de la chaîne de suspension, impossible à voir lors des inspections de l'époque. Le pont était mal conçu pour le trafic de 1967. Les voitures étaient plus lourdes, il y en avait plus. C'était une tragédie mécanique inévitable. Donc on a deux réalités qui se superposent. Une explication technique froide et une mythologie terrifiante. C'est ça. Mais ce qui est troublant, c'est la synchronicité. Pourquoi cette créature apparaît-elle pile un an avant, dans cette zone précise, pour disparaître le jour du drame? Les sceptiques te diront que c'était une crue du Canada, un grand oiseau qui s'était égaré, et que l'hystérie collective a fait le reste, alimentée par le stress de la guerre du Vietnam et l'ambiance sociale tendue. Une grue du Canada ne poursuit pas une voiture à 160 km/h, Thomas. On est bien d'accord. Et une grue n'a pas des yeux rouges lumineux dans le torse. C'est pour ça que l'histoire perdure. Point Pleasant a embrassé cette légende aujourd'hui. Il y a une statue du Mothman en plein centre-ville. Mais quand tu parles aux vieux de la vieille, ceux qui étaient là en 67, ils ne sourient pas quand on évoque le pont. Pour eux, l'ombre de la créature plane toujours au-dessus des eaux de l'Ohio. C'est une histoire qui nous rappelle que parfois, le surnaturel et le réel se frôlent de manière très inconfortable. Merci Thomas pour ce récit. Merci à toi, Sarah. Et si vous roulez de nuit en Virginie occidentale, gardez les yeux sur la route, mais jetez quand même un coup d'œil au ciel. On ne sait jamais. À la prochaine pour une nouvelle plongée dans l'inconnu.